Alors aujourd'hui, nous allons passer aux groupes spatiaux. Commençons par quelques généralités. Donc vous savez que dans les groupes ponctuels, nous avons défini certaines opérations de symétrie. Il s'agissait donc de la rotation, de la réflexion et du centre d'inversion. Alors si à ces trois sortes d'opérations de symétrie, on ajoute la translation, donc là, nous allons voir que tous les points du cristal changent de position. Donc, si tous les points du cristal changent de position, donc on va passer dans les groupes spatiaux. Dans les groupes ponctuels, si vous vous rappelez, nous avons dit que quand vous appliquez toutes les opérations de symétrie dans un groupe ponctuel, tous les points du cristal ne changent, il y a au moins, pardon, un point du cristal qui ne change pas de position. Donc, il peut y avoir plusieurs points qui ne changent pas de position. Par exemple, si vous faites une rotation autour d'un axe qui passe par deux points du cristal, si vous voulez, pas par deux points, mais par une, qui traverse le cristal, si vous voulez, hein. Donc, si vous faites la rotation autour de cet axe, donc tous les points qui sont sur l'axe ne vont pas changer de position. Ils vont tourner, si vous voulez, mais ils restent euh, à leur position de départ. Donc là, quand il y a au moins un point qui ne change pas de position, donc il s'agit de groupe ponctuel. Si on ajoute la translation, donc tous les points vont changer de position et on sera dans les groupes spatiaux. Alors, chaque groupe ponctuel engendre un certain nombre de groupes spatiaux. Donc, il y avait au départ 32 groupes ponctuels. Donc, chaque groupe ponctuel auquel on ajoute la translation, il va donner plusieurs groupes spatiaux. Et le nombre engendré par chaque groupe sera fonction de la symétrie, bien c'est ça, de la symétrie du groupe ponctuel euh, dont il dérive. Plus le groupe ponctuel est symétrique, donc plus le cristal est symétrique si vous voulez, donc plus le nombre de groupes spatiaux engendrés est important. Alors au total, les 32 groupes ponctuels donnent 230 groupes spatiaux. Du fait de la conservation des angles de rotation, hein, parce que dans les groupes ponctuels, nous avons les mêmes axes, si vous voulez, que dans les groupes ponctuels, dans les groupes spatiaux. Je m'explique si vous voulez plus précisément. Donc, dans les groupes euh, ponctuels, nous avions les axes propres et les axes impropres. Dans les rotations étaient toujours euh, fonction de l'ordre de l'axe. Par exemple, dans un axe 2, on avait des rotations de 2π sur 2, c'est-à-dire pi. Dans les axes 3, par exemple, s'il y a un axe 3, donc la rotation est de 2π sur 3, et ainsi de suite. Alors, dans les groupes spatiaux, c'est la même chose, parce que c'est le même type d'axe, hein, le même type de rotation, si vous voulez, hein, je précise. C'est toujours les mêmes rotations. Donc, soit on fait une rotation 2π sur 3, soit 2π sur 4, soit 2π sur 6, soit pi. Donc, les rotations, les angles de rotation sont toujours les mêmes. Donc, nous disons que les groupes spatiaux sont isogonaux des groupes ponctuels, c'est-à-dire qu'ils conservent les mêmes angles de rotation. Alors maintenant, nous passerons aux opérations de symétrie avec translation dans les groupes spatiaux. Donc il y a premièrement celles qui dérivent des rotations. Donc c'est ce qu'on appelle les opérations de symétrie hélicoïdale. Et les éléments de symétrie qui les engendrent sont dits axes hélicoïdaux. Il y a ensuite celles, c'est-à-dire les opérations de symétrie qui dérivent de la roto-inversion, c'est-à-dire rotation et inversion. Donc, ça correspond à un miroir ici, deux barres, donc ça correspond à un miroir. Les autres ordres ne seront pas concernés dans la deuxième opération de symétrie, ou bien deuxième type d'opération de symétrie dans les groupes spatiaux. Donc, il n'y a que l'ordre 2 qui est concerné. Alors, les opérations de symétrie qu'on obtient, on les appelle les opérations de symétrie de glissement.
et les éléments de symétrie correspondants sont dits plans de glissement. Alors, on va commencer par les opérations de symétrie ou bien par les éléments de symétrie axes hélicoïdaux, donc les opérations de symétrie qui leur correspondent. Donc, un axe hélicoïdal est noté N indice T. Donc, avec le T et le N qui seront positifs, strictement positifs, et qui donnent lieu aux opérations suivantes. Donc, l'axe hélicoïdal NT va donner lieu aux opérations suivantes. Une rotation de pi sur n autour de l'axe. Donc ça, c'est comme d'habitude. Et on lui ajoute donc une translation qui est parallèle à l'axe et égale à t sur n fois la période de la rangée réticulaire parallèle à l'axe. Or, le nombre de translations est limité, bien sûr. Donc, le t doit être strictement inférieur à n. Hein, donc, sinon, on passe à l'identité ou bien on répète les premières opérations que nous avons déjà faites. Alors, les translations qui seront égales, c'est-à-dire t égale 1, ou multiples du paramètre de la rangée, sont à rejeter parce que là, vous allez tomber sur des identités. Donc, vous allez répéter les positions déjà vues. Alors maintenant, nous passerons en revue tous les axes hélicoïdaux qu'on retrouve en cristallographie. Donc, on va donner l'ordre de l'axe, ensuite le symbole graphique de l'axe propre et en troisième lieu, la notation et symbole graphique de l'axe hélicoïdal correspondant. Donc pour le 1, c'est l'identité, donc c'est néant, il n'y a pas de représentation graphique. Le 2, donc quand l'axe 2 est perpendiculaire au plan de la projection, hein, donc l'axe propre 2, quand il est perpendiculaire au plan de la projection, on le représente par un ellipsoïde comme ça. Donc vous voyez, vous avez à droite, j'ai mis perpendiculaire et une note de bas de page 1. Donc le perpendiculaire par rapport à quoi? Par rapport au plan de la projection. Si l'axe 2 est parallèle maintenant au plan par rapport au plan de la projection, donc on le note par une flèche. Ça, c'est pour les axes propres. Maintenant, pour les axes impropres, quand c'est perpendiculaire, c'est l'ellipsoïde prolongé sur les sommets là, comme vous le voyez. Et s'il est parallèle, donc c'est une demi-flèche. Donc s'il est parallèle par rapport au plan de la projection, c'est une demi-flèche. Maintenant, si je continue avec, pardon, avant de continuer, donc la notation de l'axe, c'est 2, 1. Et là, vous n'avez qu'un seul axe parce que le t ne peut prendre qu'une valeur. C'est 1. Hein, donc, c'est compris entre 0 et 2, exclu. Le 0 et le 2 exclus. Donc, il n'y a que la valeur 1 parce que t est aussi entier. C'est un entier. Alors, l'axe 3, donc quand c'est propre, donc c'est un triangle. Quand c'est hélicoïdal, donc c'est un triangle prolongé sur prolongement des côtés ici. Donc, vous avez un prolongement qui commence à gauche, hein, vers la gauche si vous voulez. Donc, c'est l'axe 3,1. Si le prolongement est effectué à droite, c'est l'axe 3,2. Voilà. Donc, voici les symboles graphiques de l'axe 3,1 et de l'axe 3,2. L'axe 4, donc l'axe propre, c'est un losange comme ceci. Donc, quand nous allons passer aux axes hélicoïdaux, là, le t peut prendre trois valeurs. La valeur 1, 2 et 3. Il ne peut pas prendre la valeur 0, bien sûr, et il ne peut pas prendre la valeur 4, parce que la valeur 4, pardon, la translation est égale à 1, et ça correspond à l'identité, si vous voulez. Donc le 4,1, il est représenté comme ça. 4,2, on prolonge à droite, et ensuite, prolongement parallèle ici, à gauche. Et le 4,3, donc on fait
comme ici, mais on commence le prolongement à droite. Voici. Donc, et on continue à le prolongement des autres côtés. Ensuite, il y a l'axe 6. Donc, axe propre, c'est un hexagone. Axe hélicoïdal, donc là, le T peut prendre 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et pardon, 5, c'est tout. Le 6, ça revient à l'identité. Donc là, le T varie de 1 à 5. 6, 1. Donc le voici. Donc prolongement, le premier prolongement à gauche. Le 6, 2. Premier prolongement à gauche, mais on ne prolonge pas le deuxième côté ici. On prolonge le troisième. On ne prolonge pas le quatrième. On prolonge le cinquième. Et on ne prolonge pas le sixième. Donc là, vous avez une alternance des prolongements de côté. 6, 3, c'est comme d'habitude. Donc on commence à droite et celui qui lui est parallèle comme ici. 6, 4, donc il aura une relation entre le 6, 2 et le 6, 4, on va la voir tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en face du 6, 2. Donc là, le 6, 4, c'est le 6, 2, mais prolongement commençant par la droite comme ici. Et on saute un côté, on prolonge le troisième, on saute le quatrième, prolonge le cinquième, et ainsi de suite. Donc prolongation se fait, le prolongement, si vous voulez, pardon, se fait le premier à droite et les autres suivent. Le 6-5, donc là aussi, il a une relation entre le 6-1 et le 6-5. Donc c'est pour ça qu'on va prendre comme le 6-5, comme le 6-5, comme le 6-1, mais en commençant la prolongation le prolongement du côté ici, on commence par vers la droite et on continue pour les autres côtés. Là, on prolonge tous les côtés. Voilà, donc nous avons passé en revue les symboles graphiques des différents axes hélicoïdaux. Maintenant, on va revenir à l'axe hélicoïdal de 1. On va on va déterminer les positions équivalentes produites par l'axe de 1 et ensuite on va faire la projection. Donc, si je prends une position quelconque, donc de coordonnées x, y, z, qui est située au-dessus du plan ici, donc c'est pour ça que je mets plus. Donc, c'est-à-dire que la cote de cette position-là, c'est plus z fois c. Le z, bien sûr, c'est la coordonnée réduite, donc c'est inférieur à 1. C'est compris entre 0 et 1. Alors, si je fais agir l'axe de 1, qu'est-ce qu'il fait? Une rotation de pi d'abord. Donc, voici la rotation de pi. Et ensuite, il lui rajoute une translation de 1,5 fois C ici, parce que je considère que l'axe, il est parallèle à C. Donc, c'est la rangée parallèle à l'axe, c'est la rangée 0, 0, 1. Donc, on obtient la translation et on obtient une deuxième position qui se situe ici. Donc, je mets dans cette position, je mets à côté un demi plus. Pourquoi? Parce que c'est toujours du côté haut, vers le haut si vous voulez, donc c'est toujours plus. Hein. Alors, la cote de cette position-là par rapport au plan, elle est égale à 1 demi de C, c'est la translation que j'ai faite, et il y avait plus ZC avant. Donc là, vous avez plus ZC, donc vous le retrouvez ici, et vous ajoutez 1 demi de C. Donc là, la cote c'est plus ZC, la cote ici c'est 1 demi plus Z fois C. Donc c'est pour ça que j'ai écrit 1 demi plus. Donc quand vous voyez 1 demi plus, ça veut dire que c'est 1 demi plus Z, le tout fois C. Je continue donc la deuxième rotation et ensuite la deuxième translation et j'obtiens l'autre position équivalente que me donne l'axe de 1. Mais là, la deuxième position, ben, si vous regardez la distance entre
la première position et la troisième position, la distance est égale à 1 fois c. Donc là, la translation est égale à 1 fois c, c'est une translation qui correspond à l'identité. Donc cette position et celle-ci sont identiques. Hein, donc identiques, si vous voulez, dans tous les côtés. Hein, donc on ne garde pas ce point-là, cette position équivalente. Donc on l'élimine parce que la translation est égale à 1 fois le paramètre de la maille. Donc c'est-à-dire un nombre entier de fois le paramètre de maille. Donc là, pour l'axe de 1, il n'y a que deux positions équivalentes à représenter. Il y a celle-ci et celle-là. Alors maintenant, pourquoi on les appelle des axes, ce type d'axe, pourquoi on les appelle axes hélicoïdaux? C'est parce que pour passer d'un point à un autre, vous faites une hélice si vous voulez, vous tracez une hélice. Voilà, voilà l'hélice que vous tracez. Et vous obtenez, si je continue, donc je vais avoir une hélice qui se forme. Donc c'est pour ça qu'on dit à ce genre d'opération de symétrie que c'est des opérations de symétrie hélicoïdales. Maintenant, on passe ici à la projection. Donc c'est comme si je projetais ces deux positions équivalentes sur le plan ici. Donc, tracez ce trait-là, vous mettez l'axe au centre ici, au milieu du trait. Et ensuite, le trait, c'est la distance entre les deux points, si vous voulez, à l'horizontale. Et ensuite, je place la première position qui était là, et je mets plus à côté. Donc, rien qu'en regardant ça, je sais que cette position, c'est une projection de la première position ici, et que sa cote par rapport à Z, par rapport à C si vous voulez, c'est Z fois C. Donc quand je mets plus, c'est-à-dire c'est dans le sens positif, c'est-à-dire vers le haut, et A plus Z fois C. Donc Z, si vous voulez, il sera donné une autre fois numériquement, mais dans le cours maintenant, on le prend en tant qu'inconnu. Maintenant, si je fais la projection de la deuxième ici, de la deuxième position, je la projette sur le plan, donc j'obtiens O 1 demi plus, le cercle avec 1 demi plus. Donc pourquoi? Parce que cette position, elle est située à 1 demi plus Z, le tout fois C, bien 1 demi de C plus Z fois C. Voilà. Donc la distance entre ça et le plan, c'est 1 demi de C plus ZC. Donc c'est pour ça qu'on met 1 demi plus. Donc quand vous avez juste un plus, vous le lisez plus Z fois C si vous voulez. Et quand vous avez une fraction avec un plus à côté, donc c'est la fraction fois C plus Z fois C. Voilà. Alors là, je fais une petite remarque. Le plus, c'est ce que je suis en train de, enfin ce que je viens de dire, hein, et je l'écris si vous voulez maintenant. Le plus, c'est identique à plus Z fois C. Et il est identique aussi à 1 plus Z fois C. Là, pourquoi si vous voulez? Parce que le 1, c'est une fois le paramètre de la rangée parallèle à l'axe. Donc, on l'élimine. Donc, voilà. Cette position et celle-ci sont complètement identiques. Alors, maintenant, si vous avez un demi plus, donc comme tout à l'heure, j'ai dit, il faut lire ça en tant que 1 demi plus Z, le tout fois C, ou bien 1 demi de C plus Z fois C.